Bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis Hélène Bello, la directrice du partenariat Famille en mouvance. Donc, bienvenue à cette conférence qui s'intitule Vie familiale, confinement, déconfinement et reconfinement, l'expérience des jeunes Québécois. Donc, sujet d'actualité par excellence. Alors, avant de commencer, de passer la parole à nos invités, j'aimerais peut-être en profiter pour vous dire un petit mot sur ce qu'est le partenariat Famille en mouvance. Donc, on est un regroupement d'une douzaine de chercheurs de différentes disciplines, mais aussi d'acteurs communautaires et d'acteurs gouvernementaux. Ça fait environ, en fait plus qu'environ, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble et donc on fait un travail collaboratif de recherche tous ensemble. Et ce qui explique peut-être notre longévité, c'est qu'on s'intéresse aux transformations de la famille et au cours des dernières décennies, il y en a eu des transformations et encore aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un témoignage de ces transformations, évidemment. Et donc, on multiplie les occasions de diffusion des connaissances, les outils de transfert, mobilisation. Ça fait vraiment partie du travail qu'on fait en plus de la recherche au partenariat. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférencières. Donc, bienvenue à Christine Gervais et Isabelle Côté, qui vont nous présenter les résultats de l'étude de Réaction, qui est Réaction, c'est l'acronyme pour Récits d'enfants et d'adolescents sur la COVID. Toutes les deux sont professeurs à l'UQO et membres du Centre d'études et de recherche en intervention familiale. Christine Gervais est du département de sciences infirmières, alors qu'Isabelle Côté est du département de travail social. Isabelle Côté, c'est une de nos chercheurs justement au partenariat Famille en mouvance. Dans cette recherche, elles se sont intéressées au confinement et à ses effets sur la vie familiale du point de vue des enfants et des adolescents. Il y a peu de recherches qui prennent le point de vue des enfants et des adolescents, donc je pense que ça va être vraiment, en tout cas, très intéressant à entendre. Les résultats permettent donc de brosser un portrait des retombées de la pandémie sur les relations familiales et de soulever des pistes pour mieux soutenir éventuellement les jeunes et leurs familles pour la suite des choses. La conférence va être suivie d'une période de questions et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à nos conférencières qui vont nous donner une conférence d'une quarantaine de minutes. Malheureusement, moi, je vais devoir quitter dès 13 heures, mais donc Héloïse Roy, que je remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette conférence et qui est la coordonnatrice du partenariat Famille en mouvance, va assurer la suite. Donc, mesdames, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Bello. Donc, je vais commencer par essayer de vous partager le PowerPoint. Alors, merci à tous pour votre présence. On est très contents aujourd'hui d'être là pour avoir la chance de vous parler des résultats de l'étude Réaction. Donc, avant de commencer, je voudrais juste en profiter pour remercier, premièrement, le partenariat Famille en mouvance pour nous permettre cette tribune, particulièrement Mme Bello pour l'invitation, Héloïse pour l'organisation de la conférence. Je voudrais aussi souligner la contribution financière du ministère de la Famille à l'étude. Donc, merci M. Paco et Mélanie Gagnon aussi pour nous avoir fait confiance et avoir embarqué si tôt que ça. Donc, vous allez voir, on a réagi très vite pour réussir à avoir des données pendant le premier confinement. Donc, c'est entre autres grâce au soutien du ministère de la Famille et de nos super assistantes de recherche. Donc, plusieurs sont présentes aujourd'hui. Sans elles, on n'y serait jamais arrivé en si peu de temps. Alors, rapidement, donc je ne vous apprendrai rien. Dans le fond, la pandémie de la COVID-19, ça a commencé. Le premier cas a été identifié à Wuhan en décembre 2019. Donc, juste faire une petite mise en contexte de comment ça s'est arrimé avec notre étude à nous. Donc, le 30 janvier, ça a été l'état d'urgence international qui a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé. Au Québec, notre premier cas confirmé a été le 27 février. Et puis, le 14 mars, vous vous en rappelez sans doute, ça a été l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré au Québec. Et on a débuté notre premier grand confinement et les premières mesures socio-sanitaires. On croyait bien à l'époque que ce serait pour quelques semaines. Là, finalement, force est de constater que ça fait 1 an qu'on vit avec des mesures socio-sanitaires. Quand on a commencé l'étude, donc rapidement, Isabelle et moi, on s'est posé la question de comment les enfants pouvaient être affectés, puis comment est-ce que ces mesures de confinement-là impactaient sur le fonctionnement des familles. Ce qu'on savait à l'époque, c'était des données de certaines études qui ont été faites en contexte de pandémie. Il y en a très peu, surtout
la majorité de ce qu'on a trouvé, c'était au niveau de la pandémie de la H1N1. Donc, ces études-là ont mis en lumière justement à quel point est-ce que le fait de vivre en contexte de pandémie, ça apportait une grande incertitude pour les mères, puis une complexité dans la gestion de protéger leur propre santé tout en protégeant celle de leur enfant. Ces études-là mettent en lumière aussi la prévalence de la peur puis de l'anxiété d'être contaminé chez les parents ou de rapporter le virus à la maison et de contaminer leurs enfants. La corrélation entre la peur des parents face à la maladie et celle des enfants. Donc, évidemment, les enfants étant beaucoup plus craintifs lorsque leurs parents eux-mêmes sont très préoccupés par l'infection. Et une étude a mis en lumière que les parents et les enfants qui avaient vécu des mesures de distanciation sociale pendant la H1N1, surtout à Toronto, étaient 4 fois plus nombreux à manifester des symptômes de stress post-traumatique suite à la pandémie. Donc, face à l'ampleur de la pandémie de la COVID-19, qui est vraiment plus importante que la COVID, on ressentait vraiment le besoin d'aller rapidement voir quelle était l'expérience des familles de cette situation-là. Aujourd'hui, on a un peu plus de données. Déjà, il commence à y avoir des publications sur l'expérience même de la COVID. Donc, ce qui ressort de la littérature pour l'instant, c'est les effets hétérogènes sur les familles. Donc, il y a une grande, grande diversité dans la façon que la pandémie est vécue. Le premier thème qui émerge, c'est la peur et l'incertitude. Donc, pour certains parents, c'est très, très épeurant, déstabilisant, surtout au début quand on ne savait pas exactement c'était quoi la COVID, à quel point c'était dangereux. L'autre thème qui émerge, c'est les nouveaux rôles parentaux que les parents doivent s'approprier et actualiser en contexte de pandémie. Donc, un des défis que les parents rapportent, c'est comment réussir à favoriser la sécurité émotionnelle de leur enfant dans un contexte d'incertitude comme ce qu'on vit en lien avec la COVID-19. Comment négocier des règles puis des routines familiales, donc autant dans l'application des mesures qui varient, dans la gestion du temps ensemble, du temps seul, assurer le soutien de l'école à la maison. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que vous avez tous constaté que c'est un défi constant. Donc, comment réussir à encadrer les apprentissage scolaire des enfants aussi. Tout ça en même temps que les parents apprivoisent aussi des nouveaux rôles professionnels et des nouvelles réalités financières. Donc, on pense notamment au défi du télétravail qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur depuis le mois de mars dernier, à l'équilibre entre le temps consacré à la vie de famille, à la scolarité des enfants, au travail, les difficultés financières de plusieurs qui ont perdu leur emploi dans cette crise-là. Et tous ces défis-là s'inscrivent dans un contexte où les parents sont à distance de leur réseau de soutien. Donc, super important, autant les parents que les enfants sont ils ne peuvent plus reposer sur les mêmes sources de soutien ou de services, autant formels qu'informels, que ce qu'ils font habituellement. Au Québec, il y a un sondage qui a été réalisé au mois d'avril, qui a quand même rejoint 1400 adultes, qui a mis en lumière qu'il y a à peu près 68% des adultes rapportaient une détérioration de leur santé mentale. Donc, c'est à la fin du mois d'avril, ça faisait à peu près 6 semaines qu'on était en confinement. Les parents de l'échantillon, pour leur part, ils rapportaient une détérioration de leur santé physique pour 45% d'entre eux, puis 56% d'entre eux constataient une détérioration de la santé mentale de leur enfant, puis 48% du fonctionnement du comportement de leur enfant. Cette étude-là met aussi en lumière que les adolescents semblent vivre le plus de détresse, plus que les plus jeunes enfants, notamment au niveau des inquiétudes, de la solitude. Plusieurs expriment des sentiments de dévalorisation de soi, puis un manque de confiance en l'avenir. Donc, comme l'a expliqué Christine, les rares études qu'on a actuellement sur les questions d'impact des pandémies sur les familles et les enfants, il reste quand même que même si on a quelques données, bien, on a peu de données en fait sur les retombées d'une telle situation sur le fonctionnement parental et familial et sur le bien-être des enfants et des adolescents. Pour l'instant, ce sont des éléments qui ont peu ou pas été documentés. D'autre part, il faut savoir aussi que la pandémie actuelle, la COVID-19, les mesures de confinement sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus strictes en fait, que toutes les pandémies qu'on a pu documenter jusqu'à présent. Donc, évidemment, on peut présumer que les impacts vont être beaucoup plus supérieurs.
En plus des incertitudes, des inquiétudes qui sont liées à l'infection de COVID-19, comme l'expliquait Christine actuellement, les parents doivent composer avec la présence de l'enfant à la maison, en s'adaptant à des modifications de leurs conditions de travail, à une diminution de leur interaction sociale. Les enfants et les adolescents, eux, voient leur quotidien bouleversé par la fermeture des écoles, la suspension de leurs activités parascolaires, la perte de contact direct avec leurs amis, peuvent vivre aussi de la déception, de l'isolement, de l'anxiété. L'incertitude et le stress vécu par chacun peut vulnérabiliser les familles, particulièrement les enfants, qui sont plus à risque aussi, on l'a vu, ça a été documenté, ça commence à être de plus en plus documenté. Donc, ils sont plus à risque de vivre de la violence à la maison, puisque les écoles sont fermées actuellement, donc les mesures de soutien habituelles n'existent plus. Aussi, au Québec, il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui se sont fait entendre, en fait, dans la sphère publique. On les a lus de plus en plus à l'automne dernier aussi, pour dénoncer, en fait, le peu de considération des décideurs publics à leur égard. Et donc, pour nous, participer à une étude comme celle-là représentait une plus-value pour les enfants et pour les adolescents, alors qu'ils ont pu avoir l'opportunité de s'exprimer sur leur expérience, mais aussi de faire entendre leur message sur les meilleures façons de prendre soin des jeunes en contexte de pandémie. Pour nous, c'est intéressant et important d'ailleurs qu'ils puissent amener leur voix, en fait, dans les discours publics, à savoir comment on peut prendre soin des enfants selon leur propre point de vue. Donc, notre projet, vous avez les objectifs ici, et il vise à mieux comprendre de façon longitudinale l'expérience des enfants et des adolescents d'âge scolaire, de la pandémie de la COVID-19, ainsi que des effets de la pandémie sur eux-mêmes et leurs parents. Et le projet s'inscrit dans une perspective comparative puisque les données recueillies vont être intégrées à l'étude Children During Corona Times, qui est une étude en fait multinationale qui est réalisée par le Children's Understanding of Wellbeing Network, duquel Christine et moi sommes membres. Et ce réseau-là s'intéresse au bien-être des enfants en temps de pandémie. Et l'étude, je veux dire, s'intéresse au bien-être des enfants en temps de pandémie. Il vise à décrire en fait localement l'expérience des enfants, puis de comparer ça multinationalement. Pour la méthodologie, on va prendre un petit peu de temps pour l'expliquer. On a utilisé un devis mixte longitudinal de type concomitant avec triangulation et prépondérance qualitative, permettant d'investiguer de façon subjective et objective le point de vue des jeunes et d'un de leurs parents quant à leur expérience de la COVID-19. Donc, pour le recrutement, nous avons procédé principalement par les réseaux sociaux, notamment Facebook, par des groupes de parents, par exemple. Et aussi, l'intérêt, en fait, d'une journaliste pour notre projet au tout début a favorisé grandement notre recrutement aussi à ce moment-là. Toutes les données ont été recueillies à distance, évidemment, grâce au logiciel Zoom et Lime Survey. Les parents de l'étude ont d'abord rempli un questionnaire en ligne sur leur situation générale, leur état de santé, leur bien-être, puis ont consenti à ce que l'équipe communique avec leur enfant pour un entretien. Et les enfants eux-mêmes ont dû donner leur assentiment à participation à l'étude. Alors pour nous, c'est important que les enfants participent de façon libre et volontaire, c'est-à-dire que si les parents permettaient à l'enfant de participer, mais que celui-là ne voulait pas participer, c'était en fait le non-consentement de l'enfant qui primait le consentement de son parent. Pour favoriser la rétention des jeunes participants et de leurs parents, ce qui est un défi évidemment dans un contexte longitudinal, on a utilisé deux stratégies. La première, ça a été d'offrir un certificat cadeau aux enfants pour, en fait, en guise de reconnaissance de leur expertise expérientielle qu'ils partageaient avec nous, pour aussi leur démontrer leur importance, en fait, dans cette co-construction-là qu'on est en train de créer avec eux. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est de valoriser le lien de confiance, l'établissement d'un lien de confiance entre l'intervieweur et l'enfant et de faire en sorte que cet intervieweur-là soit celui qui soit le même là, du temps 1, 2, 3 dans la grande mesure du possible. Et nos intervieweurs, en fait, je dois dire nos intervieweuses parce qu'il y avait 2 garçons, le reste, c'était des filles qui sont ici, quelques-unes présentes, ont été vraiment exceptionnelles pour justement créer ce lien-là avec les enfants qui fait en sorte que d'un temps à l'autre, les enfants étaient contents de les voir et avaient le goût, en fait, de continuer à participer. Les enfants et les adolescents ont participé à un entretien semi-dirigé d'environ 30 à 45 minutes.
à chaque temps de mesure. L'entretien du temps 1 a été structuré autour d'une situation d'étayage qui favorise le développement d'un lien de confiance entre l'intervieweur et l'enfant. Une situation d'étayage, en fait, c'est une activité qui permet à l'enfant de se familiariser avec le processus de recherche et qui permet de valoriser son implication active. Tous les entretiens, en fait, ont été structurés autour de 4 thèmes, à savoir les représentations de la COVID-19, l'expérience individuelle et familiale du confinement et des confinements, les stratégies d'adaptation et le soutien reçu, et enfin, les représentations de l'avenir. Les données quantitatives ont été recueillies à l'aide de questionnaires. Les parents et les enfants ont eu à en remplir. Donc, pour les parents, on a mesuré 5 dimensions du fonctionnement individuel, à savoir le bien-être psychologique subjectif, le stress perçu, les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs et la croissance post-traumatique. Le fonctionnement individuel de l'enfant a été évalué en mesurant les difficultés émotionnelles de comportement avec les pairs, l'hyperactivité, les forces de l'enfant telles que perçues par son parent. Le fonctionnement familial a été mesuré avec l'échelle de satisfaction et d'insatisfaction parentale et l'APGAR familial. Et le fonctionnement social a été mesuré à l'aide de 2 dimensions, soit le soutien social perçu et la solitude émotionnelle ressentie. On a aussi utilisé un questionnaire sociodémographique là, pour avoir un portrait global de notre échantillon et pour aussi mesurer la sévérité de l'exposition à la COVID-19. Évidemment, pour les enfants, c'est plus difficile de faire de remplir des questionnaires standardisés parce que leur attention est limitée puis parce qu'on voulait surtout pouvoir parler avec eux. Donc, on a minimisé l'utilisation de questionnaires standardisés. On a utilisé 2 courts questionnaires qui permettent de documenter la sévérité de l'exposition à la COVID-19 et les effets positifs et négatifs aux différents temps de mesure. Et finalement, pour l'analyse de données, ce qu'on a décidé de faire, c'est que l'analyse de données qualitative et quantitative et l'interprétation va s'effectuer selon une modalité intégrée, à savoir des analyses descriptives, évidemment, pour décrire le bien-être, le fonctionnement des enfants et de leurs parents. C'est principalement ce qu'on présente aujourd'hui. On va avoir aussi des analyses comparatives entre les genres, les régions, les groupes d'âge, pour identifier les impacts sociaux différenciés de la pandémie, une analyse explicative séquentielle pour intégrer les résultats obtenus. Les résultats qualitatifs vont permettre en fait d'approfondir notre compréhension des résultats quantitatifs et de formuler des recommandations pour améliorer le bien-être des familles lors de prochaines pandémies, ce que, évidemment, on ne se souhaite pas. Alors, notre échantillon est composé de 399 participants, à savoir 203 parents, 196 enfants et adolescents qui ont participé au temps 1 de l'étude. Ensuite, on a eu quelques taux d'attrition, mais la participation est restée quand même élevée tout au long de l'étude au niveau des enfants, ce qui nous a énormément surprise d'avoir un si faible taux d'attrition. Notre échantillon réside dans 15 des 17 régions du Québec. Il est important, par contre, de souligner d'entrée de jeu que la majorité des familles qui ont participé à l'étude ne répondent pas, en fait, aux critères normatifs habituellement associés à ce type d'étude-là, à savoir que notre échantillon est composé de personnes fortement scolarisées, en emploi, les enfants grandissent dans des familles biparentales. Conséquemment, c'est sûr qu'en termes de vulnérabilité, là, notre échantillon n'est pas tant que ça. Donc, il faut en tenir compte quand même dans nos analyses. Et pour tenir compte de l'évolution de la pandémie, il y a 3 temps de mesure qui combinent, comme je l'ai expliqué, les méthodes qualitatives et quantitatives. Le temps 1 s'est déroulé de la fin avril à la mi-mai pendant le grand confinement. Le temps 2 de la fin juin à la mi-juillet lors des mesures de déconfinement progressif. Et finalement, le temps 3 a eu lieu en octobre 2020 suite au retour des jeunes à l'école. Donc, un petit rappel rapide au niveau du temps 1, donc c'était le grand confinement, donc tout était fermé, les écoles, les garderies, donc les familles étaient en tout temps chez elles, fermeture des services essentiels, puis juste vous rappeler, le 4 mai, ça a été l'ouverture de certains magasins hors Montréal, le 11 mai, ouverture des écoles primaires à l'extérieur de Montréal. Donc, nous, ça a été notre limite, on a arrêté le cueillette de données au moment juste avant que les enfants retournent à l'école. Donc, juste préciser, aujourd'hui, on a décidé de centrer l'analyse qu'on vous présente sur les données recueillies qui portent sur la famille. Évidemment, on a discuté de plusieurs thèmes avec les enfants, mais là, c'était vraiment trop vaste. Donc, aujourd'hui, on se centre sur la famille, mais il y a des résultats aussi sur l'école, sur la pandémie qui vont éventuellement être analysés.
Donc, au niveau des parents, comment allaient les parents à la fin du grand confinement? Donc, les questionnaires que les parents ont remplis mettent en lumière un niveau de bien-être qui est assez bas chez les parents participants. Donc, malgré le fait qu'ils soient favorisés, qu'ils vivent dans des conditions de vie qu'on pourrait qualifier d'assez faciles par rapport à l'ensemble de la population, on constate que on a un niveau moyen de bien-être de 55, ce qui est plutôt bas quand on considère que les moyennes habituelles populationnelles sont de 70 sur 100. Donc, plus précisément, on a 74 % de nos parents qui rapportent un niveau de bien-être inférieur à 70, puis 38 % d'entre eux rapportent un niveau de bien-être inférieur à 50, ce qui est le score habituellement qu'on va utiliser pour dépister pour une dépression. Donc, un score qui nous préoccupe. Au niveau de leur santé mentale, ce qu'on constate, c'est un niveau d'anxiété qui est assez élevé aussi, de manière similaire que le bien-être est bas, l'anxiété est assez élevée. Donc, il y en a 65 % des parents qui ont des scores d'anxiété plus élevés que les moyennes habituelles. Au niveau de la dépression, c'est aussi assez préoccupant. 39 % des parents présentent des symptômes associés à une dépression légère. Par contre, au niveau du stress, c'est pas préoccupant. Ils ont un stress qui est similaire, un niveau de stress similaire à d'autres études populationnelles. Le niveau de satisfaction parentale est étonnamment élevé. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a surpris. Donc, les parents apprécient être confinés avec leur enfant. Plusieurs vont nommer comment le confinement leur permet de se rapprocher et d'avoir du temps partagé de qualité avec leur enfant. Au niveau du soutien social, on en a 18 % qui rapportent avoir peu de soutien pendant le confinement et 20 % qui vont mentionner vivre de la solitude. Quand on examine ce que les enfants nous ont raconté au sujet de leur relation avec leurs parents pendant le confinement, il y a différents thèmes qui émergent. Donc, le premier, c'est vraiment le fait d'avoir davantage de temps qu'ils peuvent partager avec leurs parents. En fait, l'ensemble du récit des enfants met vraiment en lumière une intensification de la vie familiale pendant cette période de confinement-là. Donc, ils vont beaucoup raconter comment est-ce que le confinement leur permet de se rapprocher, de faire plus d'activités avec leurs parents, puis d'avoir une intimité plus grande avec ceux-ci. Donc, on a cette jeune fille qui dit, bien, c'est sûr que dans ma vie en général, je suis pas mal occupée. Fait que même si j'habite avec ma famille, on n'avait pas vraiment de temps ensemble dans une semaine régulière. Fait que maintenant, on passe vraiment plus de temps ensemble et c'est facile et agréable. Donc, pour plusieurs enfants, c'est synonyme de jeux avec leurs parents. Beaucoup vont parler comment ils font des jeux de société, comment ils font des soirées thématiques, des soirées cinéma. Donc, les parents sont vraiment dans une dynamique très créative pour occuper ce temps-là avec leurs enfants. Les enfants vont aussi raconter comment est-ce que ce moment-là avec leurs parents leur permet de découvrir des nouvelles activités comme le jardinage, la cuisine, la couture, la construction. Puis ces nouvelles habiletés-là que les enfants développent sont vraiment source de fierté. Un autre thème qui émerge dans la relation que les enfants nous racontent avec leurs parents, c'est le soutien et l'aide qu'ils reçoivent de leurs parents. Donc, on voit que les parents mobilisent beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour rassurer leurs enfants, pour les accompagner pendant cette période. Donc, il y a cette jeune fille de 15 ans qui nous dit, bien, on est comme vraiment connectés. Puis là, on s'est entraidés pendant le confinement. Ça m'a fait du bien de me rapprocher de ma mère. Donc, le fait d'avoir une incertitude ambiante, une crainte partagée par rapport à ce qui se passe, ça permet à plusieurs de se rapprocher. Donc, le soutien peut aussi prendre la forme d'explications, d'informations, d'occupation. Donc, pour briser l'ennui, beaucoup vont raconter comment leurs parents les aident à ne pas s'ennuyer. Le fait d'être disponible aussi, c'est quelque chose qui est mentionné par les enfants. Puis, il faut quand même le mentionner, pour certains jeunes, cette proximité-là au sein des familles va être vécue difficilement. On a deux profils, là, soit ceux qui vont rapporter dans un petit espace, donc ils vont manquer d'espace et de liberté du fait d'être toute la famille ensemble dans des petits endroits. Les enfants qui n'ont pas leur chambre à eux, c'est un des cas. Ou sinon, c'est les enfants qui vont rapporter que leurs parents sont vraiment pris par le télétravail. Donc, eux sont à la maison, mais qui s'ennuient, qui trouvent le temps très long parce que leurs parents sont préoccupés par leur emploi.
Donc, il y a un jeune qui nous dit, ben, ça doit être difficile parce qu'on est toujours ensemble. Donc, maman, elle doit avoir de la misère à ne pas exploser. Il faut qu'elle donne de l'amour quand même à nous et aussi à ses parents. Donc, ce petit bonhomme-là, il était très conscient que pour sa mère, la charge était assez lourde. Donc, lui, c'était plus cette charge-là qu'il retenait de la proximité imposée par le confinement. Au niveau de leur relation avec la fratrie, on constate vraiment deux profils chez nos jeunes participants. Donc, pour certains, le confinement leur permet de se rapprocher, puis alors que pour d'autres, le confinement est comme générateur de conflits. Donc, on a cette jeune fille qui dit, ben, je ne me chicane plus avec ma sœur. Ma sœur, c'est mon cercle autour de moi. Mon frère, il relaxe, il lit, mais ma sœur et moi, on joue plus ensemble. Donc, l'absence d'amis, l'absence d'école fait en sorte que les enfants se tournent mutuellement l'un vers l'autre dans plusieurs familles et ils vont justement occuper leur temps ensemble, que ce soit explorer le voisinage, jouer dans la forêt ou faire des activités plus manuelles, la peinture, le dessin, des choses comme ça. Puis à l'inverse, on a d'autres jeunes que le fait justement de ne pas voir d'amis va intensifier les conflits au sein de la fratrie. Surtout, comme je parlais tantôt, ceux qui manquent d'espace, donc ils doivent partager les jouets, qui doivent partager les espaces communs, c'est plus difficile. Donc, il y a ce jeune garçon-là qui dit, ben moi, chaque matin que je me réveille, il y a mes deux sœurs. Mais il y a mes deux sœurs qui se chicanent. Donc, lui, il parlait davantage du confinement comme étant une espèce d'enfermement qui était difficile à vivre parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre ses frères et sœurs. Puis finalement, le dernier thème que les jeunes nous ont partagé par rapport à leur famille, c'est la relation avec la famille élargie. Donc, la perte de contact fréquent avec les grands-parents puis avec la famille élargie de manière plus large, c'est aussi quelque chose qui est mentionné par les jeunes, surtout nos plus petits qui ont vraiment hâte de revoir leurs grands-parents comme avant. On ne l'a pas mentionné tantôt, je pense, mais les enfants sont âgés entre 6 et 17 ans, avec une moyenne d'âge de 11 ans. Donc, juste pour vous situer, quand je parle des plus petits, c'est comme notre groupe d'âge de 7-9 ans. Après ça, on a nos 10-12 ans, puis nos ados qui sont 14 et plus. Donc, les enfants vont mentionner le fait d'avoir perdu une certaine proximité. Donc, le fait de ne pas pouvoir voir leurs grands-parents ou leur famille élargie aussi souvent et aussi proche physiquement, mais aussi le fait que de ne pas être proche physiquement, ça crée une distance dans la relation. Donc, on a cette cocotte qui dit, ben, je peux les voir quand je veux, mes grands-parents, s'il ne pleut pas, mais il faudra que je reste à distance. Puis, je trouve ça difficile de ne pas pouvoir leur faire des câlins. Puis, on a cet adolescent-là qui dit dans le même sens, ben, je m'ennuie de ma famille aussi. Je suis allée voir mon grand-père à un moment donné, genre, je lui parlais avec un téléphone, puis on se voyait dans sa fenêtre, puis ça m'a vraiment brisé le cœur. Donc, ils sont très, très conscients du risque qu'implique la pandémie pour leurs grands-parents, ce qui fait qu'ils vont être à la fois préoccupés par les impacts du confinement sur le fonctionnement psychologique de leurs grands-parents, leur fonctionnement physique. Ils ont peur de leur transmettre la maladie. Puis en même temps, ils s'ennuient énormément d'eux. Donc, on a ce participant qui dit même en confinement, il faut quand même se soutenir et donner de l'amour à ceux qui en ont besoin. Genre à nos grands-parents. Il faut qu'on les appelle, qu'on s'assure qu'ils ne sont pas comme tout seuls dans ça. Donc, on voit vraiment une préoccupation des jeunes qui ont intégré le fait que leurs grands-parents sont plus vulnérables puis qu'ils ont un rôle à jouer auprès de leurs grands-parents pendant cette période. Donc, juste pour le temps 2, avant de commencer, les choix du télétravail des enfants à la maison sont effectivement également vécus par les chercheurs. Et donc, actuellement, moi, j'ai les miens qui sont en classe avec moi qui est la présentation Zoom, ce qui fait que mon Internet est instable. Donc, si c'est le cas puis que ça perdure, il va falloir, Christine, que tu reprennes la relève. Donc, au temps 2, je vous rappelle, c'était fin juin, mi-juillet. On se rappelle qu'il y avait le déconfinement progressif. Les enfants au primaire étaient retournés à l'école. Le secondaire s'était poursuivi en mode virtuel. Il y avait aussi l'ouverture des camps de vacances pendant l'été, la distanciation s'était un peu rapprochée pour les enfants. Donc, bref, vous avez ici les mesures qui étaient présentes à ce moment-là.
Alors, au temps 2, pour les parents, ce qu'on constate, c'est que leur niveau de bien-être est significativement supérieur à celui du premier temps de mesure. Évidemment, ce n'est pas surprenant. Par contre, malgré cette amélioration-là, il reste quand même que 63% des participants rapportent un bien-être inférieur à 70%, qui est le niveau de bien-être moyen de la population. Et 32% d'entre eux ont un niveau de bien-être inférieur à 50%, ce qui est la limite là, des seuils cliniquement significatifs pour la dépression. Donc, les participants rapportent un niveau de stress significativement moins élevé qu'au début de la pandémie. La santé mentale des parents s'est également améliorée. Les participants rapportent moins de symptômes anxieux qu'au premier temps de mesure. Par contre, il reste quand même que 48% des parents rapportent un niveau d'anxiété plus élevé que les moyennes habituelles. Au niveau de la dépression, de la sévérité des symptômes dépressifs, on s'aperçoit la même chose que la sévérité est significativement moindre qu'au premier temps de mesure, malgré, encore une fois, que 30% des parents présentent des symptômes associés à une dépression légère et 5,4% des parents présentent des symptômes associés à une dépression modérée, ce qui est quand même beaucoup. Finalement, les parents participants perçoivent moins d'aspects positifs à la pandémie que pendant la période du confinement. Plus précisément, au début de la pandémie, ils étaient plus nombreux à se sentir plus en lien avec leur famille, plus reconnaissants, chanceux, aimables, compatissants envers autrui, plus empathiques pour les autres. Ils rapportaient aussi au temps 1 faire davantage d'exercices physiques qu'au temps 2 et accorder davantage de temps aux travaux de la maison, au temps 1 versus au temps 2. Pour nos jeunes participants maintenant, certains préadolescents se sont montrés en fait particulièrement préoccupés par le fait que leurs parents soient accaparés par le télétravail, ce qui fait qu'ils les sentaient moins disponibles pour eux ou pour les aider à tromper l'ennui évidemment qui persistait malgré la levée du confinement. Donc, c'est principalement nos préados qui nous ont donné cette information-là. Les préados, étant le groupe dont Christine a parlé, là, les 12-13 ans. Mais les adolescents, quand même, ont remarqué aussi que leurs parents étaient beaucoup moins disponibles à cause du télétravail. Et on a ce jeune-là, par exemple, qui va nous dire parce qu'ils font du télétravail et le télétravail, c'est la chose la plus compliquée parce qu'il faut qu'ils travaillent en même temps, il faut qu'ils nous fassent faire nos devoirs en même temps, il faut qu'ils viennent se baigner avec nous en même temps, il faut qu'ils fassent à manger, il faut qu'ils fassent plein de choses en même temps. Alors, pour eux, c'est vraiment compliqué. Il reste quand même que le fait de pouvoir voir des gens à l'extérieur de la famille a comme effet d'améliorer les relations avec les parents. Alors, cet autre jeune de 15 ans nous souligne, depuis qu'on est en déconfinement, c'est plus facile. Comme je sors plus souvent, je n'ai pas besoin d'être tout le temps avec eux. Et vu que je sors plus, ils me voient moins, fait qu'ils ont moins la chance de me dire que je n'ai pas fait certaines choses que je devais faire. Le déconfinement a aussi eu un effet positif sur les relations fraternelles. Un grand nombre de participants ont souligné qu'ils se chicanaient moins souvent avec leurs frères et sœurs, puisque, évidemment, ils pouvaient voir leurs amis à ce moment-là. De plus, le fait que les jeunes sont plus strictement confinés fait en sorte qu'ils passent moins de temps avec leur fratrie, ce qui diminue le potentiel de conflit. Mais ici, ce qui est super intéressant, c'est que malgré le fait que les enfants rapportent moins se chicaner avec leurs frères et sœurs, les parents, eux, lors des mesures d'évaluation du fonctionnement familial, rapportent pas ça. Eux, selon leur point de vue, le nombre de conflits dans la fratrie reste le même, n'a pas changé entre le temps 1 et le temps 2. Alors ici, on a un ado qui nous dit je les vois moins, mes frères et sœurs, depuis le début du confinement parce que je suis souvent au travail et puis mon frère, comme là, il est au terrain de soccer, on dirait que je les vois moins, mais ça ne change rien à notre relation tant que ça. Peut-être qu'avant, pendant le confinement, on s'arrangeait pour faire des activités ensemble vu qu'on ne pouvait pas voir personne d'autre. Et là, ce plus jeune-là, ici, un 9 ans, nous dit après le souper, dès que tout le monde a fini de manger, elle sort de table, elle prend un dessert, elle va parler avec son ami en FaceTime. Je peux comprendre ça parce que ça fait longtemps qu'elle ne les a pas vus. Comme elle est souvent dans sa chambre, ben, il y a moins de chicane. Finalement, comme Christine vous en a parlé, la relation avec les familles élargies, particulièrement avec les grands-parents, est sortie de façon vraiment prégnante dans nos entrevues. Presque tous les enfants adolescents nous en ont parlé. Et au temps 2, la grande majorité des participants ont fait état en fait, de leur satisfaction de pouvoir renouer les contacts avec les membres de leur famille élargie, particulièrement leurs grands-parents. Évidemment, bien que les contacts, dans certains cas, ont été limités et que les plateformes visuelles sont demeurées, évidemment, l'outil d'interaction privilégié. Les enfants, les jeunes nous ont rapporté aussi que le déconfinement leur permet de revoir leurs grands-parents, ce qui les rend heureux, malgré qu'ils trouvent difficile de ne pas pouvoir faire de câlins.
et de devoir respecter la restriction des contacts physiques avec les grands-parents. Alors, on a cet adolescent-là qui dit surtout ma famille, j'ai vu mes grands-parents il n'y a pas si longtemps pour la fête de ma mère, par exemple, mais tout en restant à une certaine distance et en faisant attention. Et là, on a cet autre ado qui dit « J'ai vu mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, j'ai vu pas mal toute la famille, mais on essaie de rester à 2 mètres, on s'entend. Ma grand-mère est comme « Viens donc me donner un bec », puis ben, je préfère vraiment pas. » Donc, au temps 3, c'est l'automne. Donc, on a commencé à la mi-octobre, qui correspond au début de la 2e vague et au retour de mesures plus restrictives. Donc, vous vous rappelez, c'est le moment où on a instauré le code de couleur pour les régions. Puis, au cours de l'automne, on a vu basculer les régions une après l'autre en zone rouge. Donc, quand on a rencontré des jeunes, la grosse majorité vivait en zone rouge. Les mesures qui touchaient particulièrement les enfants à cette époque-là, ben, le port du masque obligatoire dans les écoles secondaires, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les activités sportives, tout est de loisirs est interdite. Et les secondaires 3, 4, 5 étaient rendus scolarisés 1 jour sur 2 à l'école, 1 jour sur 2 en virtuel dans toutes les régions rouges. Donc, au temps 3, on constate vraiment... Oui, au temps 3, si on regarde, on a pratiquement l'ensemble de nos mesures chez les parents qui chutent. Donc, vraiment, on constate un bien-être général de nos parents inférieur à l'été. Donc, qui sont affectés par le retour des mesures restrictives. Donc, on a une diminution significative de leur bien-être. C'est 75% des parents qui ont maintenant un bien-être inférieur à la moyenne de 70, puis 45% qui ont un bien-être inférieur à 50. On a une augmentation significative du stress qu'ils ressentent. On a une diminution aussi des retombées positives de la pandémie. Donc, on leur posait la question, est-ce qu'ils arrivaient à avoir des retombées positives dans leur vie de cette situation extraordinaire? Puis, au 3e temps de mesure, il n'y en a pratiquement plus de retombées positives. Donc, ça aussi, c'est préoccupant. Une augmentation des symptômes d'anxiété. Donc, on a 70% de nos parents qui ont des symptômes d'anxiété plus élevés que les moyennes habituelles. Au niveau de la dépression, on a aussi une augmentation des symptômes. Donc, 36% des parents présentent des symptômes associés à une dépression légère, puis 13% à une dépression modérée ou sévère. Les parents constatent aussi plus de difficultés chez leurs enfants au niveau comportemental et au niveau émotionnel surtout. Là, c'est la première fois que les parents vont rapporter que leur fonctionnement familial se détériore. Donc, entre le temps 1 et le temps 2, c'était stable. Temps 3, les parents vont rapporter qu'il y a plus de conflits au sein de la famille, que c'est plus difficile de communiquer, notamment entre eux. Puis, il y a une augmentation de la solitude qui est perçue par les parents. Si on regarde ce que les enfants nous disent à ce temps de mesure-là, là, ce qui est un peu différent, c'est que les parents prennent beaucoup moins d'espace dans le discours des enfants. Donc, de la même manière que toutes les activités spéciales qu'ils nous avaient racontées pendant le confinement, qu'ils réalisaient en famille, qui ont continué à faire quand même pendant l'été, bien à l'automne, il n'y en a pratiquement plus. Donc, c'est l'espèce de normalité qui semble s'être installée. Les enfants vont à l'école. Puis, cette normalité-là où les familles sont quand même repliées sur elles-mêmes, les enfants aussi en voient moins d'aspects positifs. Donc, ils vont parler qu'ils passent moins de moments avec leur famille, avec leurs parents surtout. Ils mentionnent la surveillance des parents, donc c'est un des thèmes qui ressort, comme quoi leurs parents les surveillent beaucoup pour s'assurer que les mesures sont respectées. Donc, leurs parents leur disent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, s'assurent qu'ils le respectent. Certains vont trouver ça désagréable, mais par contre, la grosse majorité d'entre eux expliquent que c'est correct et que c'est important de le faire si on veut que cette pandémie se termine un jour. Puis, ce qui reste encore très présent dans le discours des jeunes, c'est le soutien que leur apportent leurs parents. Donc, le soutien prend vraiment différentes formes. Ça peut être justement au niveau des apprentissages. Beaucoup vont mentionner comment leurs parents les aident à récupérer au niveau académique parce que c'est pas facile le retour à l'école. Et pour les ados qui sont scolarisés 1 jour sur 2, c'est vraiment pas facile non plus. Donc, les parents ont un gros rôle pour les encourager et les aider à ce niveau-là. Les parents leur fournissent aussi de l'information pour mieux comprendre l'évolution de la situation avec la COVID, puis les mesures à appliquer pour les rassurer. Ils leur offrent de l'écoute, du soutien, puis ils les encouragent beaucoup.
Donc, on a cette jeune fille qui dit, ben, on lui demande, c'est qui t'a aidé le plus au cours des 6 derniers mois? Puis elle répond, ben, c'est ma famille. C'est eux avec qui j'étais tout le temps, puis ça s'est bien passé malgré le fait qu'on se tapait sur les nerfs un peu. Donc, les différentes formes de soutien que les enfants mentionnent principalement recevoir de leurs parents. Au niveau de la relation avec la famille élargie, ben c'est ça, on a encore ce thème-là qui ressort spontanément, même si on n'a pas de questions spécifiques sur ça. Les enfants et les adolescents, ils rapportent trouver difficile de ne pas pouvoir voir leurs grands-parents. L'affection pour leurs grands-parents, c'est quelque chose qui est très important dans leur discours à tous les temps de mesure. Ils aimeraient particulièrement ça, pouvoir commencer à donner de l'affection physique à leurs grands-parents et en recevoir. Puis on constate aussi que la peur de perdre leurs grands-parents, c'est vraiment une motivation pour respecter les mesures socio-sanitaires. Donc, plusieurs vont le mentionner, ils vont dire « Oui, les mesures, ça me dérange, j'aime pas ça, mon masque, mais il faut penser aux personnes âgées comme à mes grands-parents. Mais c'est important pour pas que mes grands-parents ils meurent, des choses comme ça. » Donc, on a cette jeune fille à qui on dit que « Comment ça, tu peux pas trop aller chez tes grands-parents? » Puis elle répond « C'est pas trop recommandé à cause de la zone rouge. » Mais on y va quand même des fois, mais on fait attention pour ne pas faire trop de bruit. Est-ce que tu y vas moins souvent chez tes grands-parents qu'avant? Oui, j'y vais quand même, mais on respecte les règles, mais on y va moins souvent qu'avant. Et comment tu trouves ça de changer ta manière de voir tes grands-parents? Ben, c'est un peu plate. Des fois, ils viennent chez nous, puis on fait des trucs ensemble, mais ils viennent juste quelques minutes et ils repartent. Donc, pour la discussion, c'est important de noter que les résultats sont évidemment en cours d'analyse actuellement. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a une somme incroyable de données à traiter. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on va présenter une discussion qui est plutôt sommaire et descriptive. Pas tout à fait, on n'est pas en mesure de produire des analyses plus poussées que ça. Donc, ce qu'on constate, c'est que les enfants se sont montrés évidemment des informateurs crédibles pour comprendre la vie familiale en temps de pandémie. C'est-à-dire que grâce à eux et à elles, on a appris beaucoup de choses en fait et on a appris aussi des éléments pertinents et importants qui doivent être pris en compte par les décideurs publics pour le bien-être des enfants. J'y reviendrai dans les prochaines acétates. Donc, si certains enfants ont rapporté avoir reçu un haut niveau de soutien parental couplé à une expérience familiale positive durant le confinement, ces expériences-là sont caractérisées par du bon temps passé en famille, des découvertes intéressantes. Il n'en reste pas moins que d'autres se sont sentis plutôt isolés, ont eu à faire face au fait que leurs parents étaient submergés par les contingences imposées par le confinement. Certains jeunes ont vécu des rapprochements appréciés avec leurs frères et sœurs, alors que d'autres ont mentionné que le confinement exacerbait les conflits fraternels. Pendant le confinement, ce qu'on s'est aperçu, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui nous ont mentionné que ce temps-là les obligeait, en fait, les avait obligés à prendre du temps pour discuter avec leurs frères et sœurs ou avec leurs parents, ce qu'ils ne faisaient pas finalement quand la vie est rapide, quand il y a des activités parascolaires, quand on est préoccupé par aller voir nos amis, par exemple. Donc, on se retrouvait avec des situations intéressantes, des discussions où, par exemple, un adolescent nous disait ben moi, pendant la pandémie, pendant le confinement, ce que j'ai appris, c'est que mes parents, c'est des gens intéressants. Moi, je n'avais jamais parlé à mes parents vraiment. Puis là, je me suis intéressée à leur travail, à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils pensaient de la vie en général. Puis finalement, mes parents sont intéressants. Donc, pour plusieurs, en fait, ce temps d'arrêt-là forcé a pu permettre une certaine découverte, en fait, au niveau des différentes personnes dans la famille. Il est intéressant aussi de remarquer, si on change la diapo, Christine, que les mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19 semblent se répercuter différemment au niveau individuel et familial. Et ça, c'est un élément qui est franchement intéressant, en fait, de ce qu'on a découvert là, dans le cadre de ce projet de recherche-là. Donc, si vous vous rappelez, au premier temps de mesure, 71% des parents estimaient que les mesures de prévention avaient des impacts négatifs dans leur vie personnelle, mais ils estimaient seulement que 40% seulement d'entre eux estimaient que ça avait des conséquences négatives sur leur famille. Donc, 71 disent que ça a des conséquences négatives sur eux, mais seulement 40 sur leur famille. Comment ça s'explique? Probablement que ce qui est arrivé, c'est que les parents, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mobilisé leurs ressources personnelles
pour prendre soin de leurs enfants, peut-être au détriment de leur propre bien-être. C'est ce qu'on présume, c'est qu'ils ont mis en place différentes stratégies pour pouvoir minimiser en fait l'impact de la pandémie, l'impact des confinements sur leurs enfants, ce qui a pu avoir des répercussions négatives sur eux-mêmes alors qu'ils ont dû mobiliser des ressources personnelles qui ont été surchargées. Et c'est important de savoir que comment on appelle ça, cet effet du soutien social-là comme modérateur du stress est un élément qui est très bien connu dans la littérature. Alors, c'est comme si les parents se sont placés, en fait, entre leurs enfants et le confinement pour servir de zone tampon, pour absorber, en fait, le stress à leur place. Donc, c'est important de... en fait, ce qu'on veut dire, c'est que les mesures de santé publique se répercutent sur le fonctionnement individuel des parents, mais ceux-ci parviennent à maintenir, c'est ça que j'explique, leur fonctionnement parental, familial et social. Donc, on peut présumer que cet effet-là va s'accentuer. Donc, l'effet familial, la santé mentale des parents va se détériorer avec le temps si les parents continuent à jouer cet effet modérateur de stress-là. Donc, il apparaît pertinent de mettre en place des mesures qui sont beaucoup plus spécifiques pour appuyer les parents dans leur rôle parental. L'autre élément aussi particulièrement important qui ressort en fait de nos données, c'est que la principale crainte de nos jeunes est de contaminer leurs proches vulnérables, dont les grands-parents, et de probablement ou possiblement ou peut-être contribuer à leur mort. Ça, c'était une préoccupation vraiment importante des enfants dès le premier temps de mesure. Selon nous, ça pourrait s'expliquer en fait par les messages de santé publique qui positionnaient les enfants, rappelez-vous, au printemps dernier, comme étant les principaux vecteurs de la maladie, donc principalement susceptibles de contaminer en fait les personnes autour d'eux. À l'époque, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les enfants vont attraper la COVID entre eux à l'école, vont le propager dans leur milieu familial, qui ensuite va se répercuter chez les aînés, dont leurs grands-parents. Et l'idée d'être responsable de la mort de leurs grands-parents ou en tout cas de les rendre très malades a été une préoccupation vraiment importante, nonobstant l'âge des enfants. Donc, même les tout-petits de 7 ans est en mesure de nous expliquer cette crainte-là. Pour nous, c'est important de ne pas faire porter un fardeau indu de transmission sur les épaules des enfants, ce qui peut avoir évidemment un effet délétère à long terme sur ceux et celles dont les personnes aimées pourraient décéder de la COVID-19. Alors, un grand-parent pourrait très bien attraper la COVID-19 pour une raison qui n'a rien à voir avec son petit enfant, en décéder, mais que le petit enfant serait pris avec ça, en fait, le restant de ses jours en se demandant si ce n'est pas un peu de sa faute ce qui est arrivé. L'autre élément vraiment intéressant et vraiment important, c'est que les mesures ont fait fi, en fait, de l'importance des liens entre les grands-parents et leurs petits-enfants. On a beaucoup parlé plutôt de comment les grands-parents pouvaient aider les parents à jouer leur rôle parental. D'ailleurs, on s'en inquiète là, pour la prochaine semaine de relâche où le premier ministre dit qu'il ne faudrait pas que les grands-parents gardent leurs petits-enfants. Quand on parle de ça, on parle des grands-parents qui soutiendraient leurs propres enfants dans leur rôle parental. Or, cette relation-là entre le petit enfant et son grand-parent, sans que ce soit médié par le parent, apparaît vraiment important pour les enfants. Et on s'est aperçu que pour nos jeunes participants, c'était un lien essentiel, en fait, pour leur bien-être, cette relation-là avec leurs grands-parents. Et finalement, évidemment, les amis représentent aussi un élément essentiel du développement psychosocial des enfants et des adolescents, ce qui est abondamment documenté dans la littérature. Donc, on sait que les enfants et les adolescents ont besoin de leurs amis en termes de développement psychosocial. Or, évidemment, l'isolement avec les pairs et le fait que l'importance de ces relations-là sont vues comme subordonnées aux impératifs de santé publique nous inquiète quant à savoir quelles seront les répercussions à long terme pour cette génération-là. Alors voilà, Christine et moi, on espère que ce survol-là a permis de rendre compte quand même de la richesse de notre matériau et évidemment, on est disponible pour vos questions, vos commentaires quant à ce projet-là. Merci beaucoup, Christine et Isabelle. Merci énormément pour votre présentation touffue, mais vraiment très, très intéressante. Donc, je propose, j'imagine que vous avez des questions dans la salle. Donc, je propose qu'on fonctionne par main levée. Oui, Simon Abdella. Bonjour, merci pour cette petite conférence-là. C'est vraiment palpitant de voir les premiers résultats de quelque chose de plus étoffé que les
tout petits sondages sporadiques qu'on a pu voir dans les dernières semaines, les derniers mois. En fait, j'aimerais ça juste avoir votre opinion. Vous avez dit au début que quand vous aviez regardé la littérature qui existait, c'était nommé que dans le contexte du H1N1 qui a eu lieu il y a presque 10 ans, qu'une des retombées, c'était qu'il y avait beaucoup de familles, de parents ou d'enfants qui semblaient vivre un syndrome post-traumatique. Là, je me demandais, de par ce que vous regardez, les premiers résultats dans quelque chose qui dure vraiment plus longtemps, qui a eu des retombées vraiment plus intenses, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir l'effet pourrait être le même, voire décuplé dans les mois qui vont suivre? Intéressant comme question, puis c'est des interrogations avec lesquelles moi je demeure. Là, j'ai été impressionnée par la capacité des enfants, tout au long des temps de mesure, à créer un sens positif à ce qu'ils vivent. Donc, quand on les a vus cet automne, notamment au temps 3, là, nous, l'équipe, on était très, très affectés par le retour des mesures restrictives, puis on voyait les jeunes nous parler, puis on était vraiment impressionnés comment la majorité d'entre eux arrivaient à faire un sens avec ça, puis à composer d'une manière, ils vont bien les jeunes majoritairement, pas tous, là, mais majoritairement, on n'a pas des grosses inquiétudes pour l'instant. Après ça, en effet, c'est connu aussi que tant qu'on est confronté à la difficulté, on mobilise plein de ressources pour y faire face, puis c'est des fois après coup qu'on voit les conséquences réelles. Donc, oui, c'est une hypothèse tout à fait. Ce qui est particulier dans le cas de la H1N1, l'étude que j'ai citée, c'est que c'était un petit groupe. Donc, ceux qui ont vécu des mesures de distanciation, c'est les familles de professionnels de la santé qui étaient exposés dans leur milieu de travail à des personnes contaminées. Là, comme c'est la société au complet qui vit des mesures, je pense que les répercussions sont différentes, puis le sens que les enfants y donnent sont aussi différents. L'autre élément aussi, Simon, qui peut expliquer ces résultats-là, là, quand Christine dit que nos enfants vont bien, c'est sûr que les enfants, comme je l'expliquais, viennent d'un bassin, en fait, relativement favorisé. Donc, ils ont accès quand même à plus d'espace, il y en a beaucoup qui habitent en région, donc qui pouvaient aller jouer dehors dans la cour, par exemple. Donc, cet élément-là explique peut-être la situation et on se demande si des parents qui n'ont pas craint tant que ça pour leur emploi, là, la plupart sont restés en emploi, avec des revenus familiales très élevés, qui vont si pas bien, en fait, au temps 3, et qui mettent en place les ressources personnelles, comme j'expliquais, pour protéger leurs enfants. On peut se demander dans quel état sont les familles, en fait, où les parents vivent beaucoup plus d'adversité. Donc, quand ils sont enfermés dans un 4,5 en plein milieu du centre-ville, quand les parents doivent aller travailler dans le système de la santé et revenir, par exemple, au risque de contaminer leurs propres enfants, quand les enfants eux-mêmes peuvent s'inquiéter des liens autour d'eux parce que, comme je l'ai dit, on les a positionnés comme des vecteurs de la maladie au départ. Donc, tous ces éléments-là nous laissent présager que dans un groupe où il y a beaucoup plus d'adversité à surmonter, la situation doit être autrement plus difficile, en fait. Merci. Oui, merci. On avait une question de la part de Sylvie à FMR. Est-ce que c'est toujours valide? Oui, allez-y. Excusez, je me dis, je le dis pas, c'est pas vraiment une question, mais c'est ça, c'est un petit peu un commentaire. Puis, c'est sûr que nous, on n'a pas un si gros bassin, mais on y a touché un peu, justement. Nous, on a beaucoup avec l'organisme des familles monoparentales ou recomposées, mais surtout, là, notre clientèle, c'est monoparentale. On voit que vraiment, la pandémie, c'est souvent dans plusieurs cas comme la goutte qui fait exploser une situation qui est déjà très, très, très difficile, tu sais. Fait que juste avoir les résultats puis avoir au temps 3 comment les gens qui sont peut-être, puis on ne veut pas généraliser, là, mais qui sont peut-être un peu plus en moyen ou qui ont plus d'espace, comment ça ne va pas bien, bien, c'est épeurant de voir ou de penser comment les gens, justement, qui n'ont pas, qui n'ont pas un travail stable, qui n'ont pas un très grand salaire, qui normalement dépendent beaucoup de leur famille puis de l'entraide, tout d'un coup, on leur coupe tout ça. Et vraiment, là, comme intervenante, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui sont en détresse.
un sentiment de désespoir, un sentiment que ça ne se terminera jamais. Puis, c'est intéressant à voir que oui, c'est important de protéger quand même les gens qui sont vulnérables, mais à quel point, puisqu'on est en train de nuire à d'autres personnes vulnérables. Donc, c'est intéressant, tu sais, comme questionnement et tout ça. C'est ce que je voulais partager. Oui, puis c'est tout à fait pertinent, en fait, Sylvie, c'est une préoccupation vraiment importante qu'on a. Évidemment, les limites de notre recrutement, c'était d'avoir accès à une ligne Internet et d'un espace d'ordinateur pour pouvoir communiquer avec la chercheur. Donc, forcément, évidemment, ça limitait excessivement la participation des enfants qui étaient plus isolés. Mais ça reste une préoccupation, en fait, pour beaucoup de chercheurs actuellement qui tentent de documenter, en fait, cette expérience-là de ces enfants-là et des familles, évidemment, là, pour voir comment ça va. Et puis, essentiellement, ce qu'on découvre, c'est ça, effectivement, c'est que ça ne va pas bien. Mais dans un contexte où on a un échantillon non normatif, donc favorisé, puis on s'aperçoit effectivement de ces résultats-là sur cet échantillon-là, il y a lieu de s'inquiéter grandement pour les autres personnes. Ça, c'est clair. Pour moi, en tant que travailleuse sociale, en fait, c'est ce que les résultats m'éclairent davantage. Oui. Je ne sais pas, Christine, si tu veux dire quelque chose. Mais dans ce sens-là aussi, vous avez raison de le souligner. Puis la semaine passée, j'étais dans un séminaire de recherche sur la recherche auprès des familles en temps de COVID. Puis c'est un constat partagé. On n'a tous pas réussi à rejoindre les familles vulnérables malgré plusieurs stratégies essayées du fait d'être à distance, de ne pas pouvoir rencontrer des gens en vrai, de ne pas pouvoir aller dans les organismes communautaires au début. C'est ce que ça a créé, ce qui fait qu'en effet, il y a une partie qui reste pour l'instant totalement non documentée, puis un peu dans l'ombre. Puis oui, je pense que comme intervenant, il faut que ça nous préoccupe et que ça nous inquiète. Merci. Alors, la prochaine question va aller à Philippe Paco. Ton micro, Philippe. Moi aussi, plusieurs mois après, ça ne change pas. Désolé. C'était super intéressant, bien sûr, merci. J'aurais voulu, je vais prendre la balle au bon, là, je vous ai entendu parler de mesures supplémentaires de soutien aux parents. J'aurais aimé ça, vous entendre plus à ce sujet-là. Donc, discuter de peut-être si vous avez déjà réfléchi à des exemples de mesures supplémentaires ou de soutien aux parents. Puis ma deuxième sous-question, peut-être que vous l'avez déjà exploré, mais je comprends, vu que compte tenu du temps que vous aviez, mais les différences père-mère, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder ça ou ça s'enligne aussi un peu comme ce qu'on constate au cours des dernières, historiquement presque, là, mais est-ce que vous avez commencé à explorer ça aussi? Au niveau des différences père-mère, on a eu énormément de difficultés à rejoindre les pères pour le questionnaire. Donc, on a 218 parents au temps 1, puis on en a 18 papas pour 200 mamans. Malgré que j'ai passé par des réseaux d'hommes, de papas, je travaille beaucoup sur la paternité dans d'autres projets, donc je pensais que j'aurais un certain réseau pour les rejoindre, mais il reste que ça reste, on dirait, remplir des questionnaires en ligne, ça reste une tâche maternelle parce que la majorité, c'est des familles biparentales, mais c'est la maman qui a rempli le questionnaire. Ce qui fait qu'on va être limité, malheureusement, dans ce qu'on va pouvoir faire à ce niveau-là. Par rapport aux mesures, aux interventions qu'on pourrait mettre en place pour les parents, c'est sûr qu'on y réfléchit en cours de route, mais aujourd'hui, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on ne savait pas aux différents temps de mesure. Donc, je pense que c'est ça. L'intérêt, ça va être d'en tirer des leçons, comme disait Isabelle, en espérant que ça ne se reproduise pas, mais comme on ne le sait pas, mieux va être préparé. À mon sens, je pense que de mettre des balises qui permettent aux parents de recevoir une forme de soutien, même en contexte de pandémie, serait quelque chose de fondamental. Donc, plusieurs jeunes nous l'ont mentionné comme solution ou comme proposition. Le gouvernement aurait dû, dès le début, permettre aux familles de se mettre à 2 familles et de s'entraider. Donc, que les enfants ciblent une autre famille du quartier avec lesquels ils auraient le droit de jouer juste avec ces enfants-là, de rentrer à l'intérieur de la maison, ce qui aurait donné des pauses aux parents pour télétravailler à chacun à leur moment respectif, qui aurait brisé l'isolement. Donc, ça, c'est une des choses que après ça, le système de bulle class, on l'a accepté en septembre pour des groupes de 28 jeunes, tu sais. Mais dès le début, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu
diminuer la détresse qui a pu être vécue, puis favoriser la conciliation travail-famille de plusieurs parents. Donc ça, c'est un élément que je pense qui serait intéressant de retenir. Isabelle, voulais-tu réagir sur ça? En fait, ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est comment à long terme, en fait, l'impact de cette distanciation-là va avoir sur les enfants. On s'aperçoit, par exemple, que des enfants ont de la difficulté à avoir, après 10 mois, à aller vers les autres, tu sais, qui vont regarder les adultes autour, je peux-tu m'approcher, je peux pas m'approcher. À partir du moment où ça va être derrière nous, qu'est-ce que ça va créer au niveau des liens sociaux, par exemple? C'est quand même une préoccupation qui reste importante pour nous. D'ailleurs, on a comme l'idée peut-être de pouvoir documenter à long terme sur pendant 5 ans, par exemple, cet échantillon-là, pouvoir les suivre pendant 5 ans pour savoir si à long terme, ça a eu des répercussions au niveau du développement psychosocial. On s'inquiète beaucoup des éléments actuels. Par exemple, là, on voit qu'il y a des enfants là, au bulletin actuel, maths, français, c'est moins fort. Tu sais, on s'inquiète des éléments actuels, mais en fait, nous, ce qui nous inquiète plus, c'est comment dans le futur, en fait, cette expérience-là va tellement être marquée et intégrée, incorporée, que ça va peut-être avoir des impacts à long terme. On sait, par exemple, que les enfants dont la mère est enceinte du 2e trimestre en 98, qui étaient prises dans le triangle du verglas, vous vous en rappelez, peut-être certaines d'entre vous, qui, à 18 ans, ont 5 points de QI de moins que les pères qui sont à l'extérieur, en fait, dont les mères n'étaient pas prises, en fait, dans cette question-là de perte d'électricité pendant le grand verglas. Donc, on s'est aperçu qu'à long terme, ça avait un impact sur les enfants. Ça va être intéressant de pouvoir voir avec les enfants actuellement, de voir comment ça peut se répercuter. Il y a d'autres situations d'adversité aussi qui se surajoutent. Christine est dans une autre équipe de recherche qui va essayer de voir comment on peut documenter quand les adversités se surajoutent dans un contexte où ça va vous intéresser à Sylvie, en fait, de voir que dans un contexte où dans des milieux défavorisés, ici à Gatineau, il y a plusieurs secteurs de Gatineau et de l'Outaouais qui ont vécu des inondations pendant 2 années de suite, où les familles ont tout perdu, d'autres quartiers qui ont tout perdu avec une tornade. Donc, à chaque fois, c'était des quartiers défavorisés, des événements stressants importants, puis là, se surajoute actuellement une pandémie. Donc, comment ces enfants-là qui grandissent dans ces différents secteurs-là, que ce soit un secteur urbain ou rural, qui depuis 5 ans ont cumulé, en fait, un nombre important de stresseurs, vont pouvoir se développer ou vont faire sens de cette expérience-là. Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui ressortent. Puis honnêtement, je ne pense pas que pour l'instant, on a tant de recul que ça pour être capable de réfléchir aux mesures qui devraient être prises les prochaines fois. Mais à notre avis, en fait, puis c'est vraiment un élément qui va ressortir une fois. Les enfants ont tous été questionnés à chaque temps de mesure. Toi, là, tu peux parler à M. Legault, qu'est-ce que tu lui dirais? Puis, on avait quand même beaucoup d'informations intéressantes et ces informations-là vont être mises de l'avant. Cette idée-là d'avoir, par exemple, une famille bulle là, avec qui on pourrait transiger pour s'entraider, à mon avis, apparaît une stratégie vraiment intéressante. Tu sais. Je pense que Sarah Maud, tu voulais répondre, Sarah Maud, est une assistante de recherche. Voulais-tu dire quelque chose? Oui, ben c'est en lien avec la question de Philippe là, par rapport à la comparaison mère-père. Malgré qu'on n'ait pas beaucoup de pères qui ont rempli les questionnaires, on demandait à chaque enfant le vécu de la pandémie selon eux, de leur mère et de leur père. Donc, je pense que de cette façon-là, dans l'analyse des discours, on va peut-être avoir accès à une certaine comparaison là, dans le vécu père-mère, mais c'est ça. Oui, tu as raison, Sarah Maud. Merci de le souligner parce qu'on posait la question. Puis en effet, on va avoir la perception de l'enfant de comment ses 2 parents le vivent. Puis peut-être une dernière recommandation qui, moi, m'apparaît vraiment déjà évidente, c'est qu'il va falloir, comme société, développer des mécanismes d'intervention, une relation avec l'extérieur différente si on est pour être confronté à différentes pandémies. Tu sais. Au tout début, les organismes communautaires familles offraient d'aller prendre des marches en poussette avec les bébés, mais en bas d'1 an. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu être fait, ou ceux qui ont réouvert là, au mois de mai, c'est quelque chose qui aurait pu être fait, amener les enfants au parc, par exemple. T'sais, les enfants d'âge scolaire, de dire, bien, l'intendant de la maison de la famille, elle va être au parc à Montréal, au coin de Saint-Michel, puis ceux qui veulent de 2 à 4, bien, il va y avoir quelqu'un qui va assurer une surveillance. T'sais, à cette époque-là, on était rendu au mois de mai, on pouvait être à l'extérieur, petit rassemblement. Donc, changer les modalités d'intervention pour, justement, si on veut détourner ce risque-là des espaces fermés, c'est quelque chose peut-être qu'on va devoir explorer et être plus créatif pour utiliser l'extérieur.
Merci. Merci, Christine. En fait, j'ai une question de Chantal Verdon dans le chat. Oui, bonjour. Bien, bravo, mesdames. Vous allez comprendre ma question à cause de mes intérêts, mais j'aimerais savoir dans votre échantillon, peut-être que vous l'avez mentionné puis ça m'a échappé, mais est-ce que vous en avez des enfants qui sont endeuillés dans votre échantillon? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce qu'il y a des particularités qui ressortaient, là, autant chez les parents que chez ces enfants-là? On a quand même une proportion au 3e temps de mesure. On en a qui ont perdu quelqu'un au cours des derniers mois. C'est la première fois que ça émerge. Isa, c'est 7 je pense. 7,6, oui, c'est ça. 7,6 de l'échantillon qui ont perdu quelqu'un, un proche de leur famille ou un ami. On ouvrait aux deux entre le 2e et le 3e temps de mesure. C'est pas tous de la COVID, par contre. Il y en a qui c'est pour autre chose. On a commis tous ceux qui avaient vécu une perte pendant cette période-là. Je te dirais que, tu sais, on a vraiment comme une perception très fragmentée pour celles qui ont rencontré un de ces enfants-là. On n'a pas fait des analyses, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on va se pencher, là. On sait que tous les rituels de deuil étaient vraiment complexifiés. Moi, il y a une jeune fille que j'ai rencontrée pour qui c'était vraiment très, très difficile puisque ça coïncidait avec la mort de son oncle, de d'autres choses, mais qui bouleversait complètement la famille dans un contexte où il n'y avait pas de soutien possible. Elle se retrouvait seule avec sa maman qui était complètement inconsolable tout le temps. Donc, en fait, il n'y avait juste pas de place pour son deuil à elle. J'imagine qu'elle va le vivre plus tard parce qu'elle était beaucoup, beaucoup dans prendre soin de sa maman. Mais c'est sûr qu'on va porter une attention à ces enfants-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'aurais peut-être une question supplémentaire. Donc, Audrey Gosselin de Première Ressources Aide aux parents. Ma question, en fait, c'est de savoir, parmi l'échantillonnage, est-ce que quand vous sentiez qu'il y avait un besoin particulier de la famille, autant quand l'enfant nommait des répercussions positives, le parent, que négatives, est-ce que vous avez remis une liste de ressources pour aller chercher de l'aide? Puis, deuxième partie de ma question, est-ce que vous savez, par exemple, si vous avez donné les ressources au temps 1, est-ce que vous savez si ça a été utilisé et utile dans les temps 2 et 3? À la fin, chaque questionnaire en ligne, donc tous les parents qui ont rempli leur questionnaire, oui, ça venait avec une liste de ressources. Donc, on avait ciblé certaines ressources. Évidemment, c'est majoritairement des ressources soutien téléphonique, la ligne info, la ligne parents, entre autres, étaient là. Donc, chaque parent avait cette liste de ressources-là. Tous les parents qui ont eu un score de dépression qui était modéré ou sévère, on a fait un suivi téléphonique. Donc, on les a appelés à chaque temps de mesure pour les aviser que, selon l'échelle qu'on avait utilisée, on était préoccupés par la détresse qui semblait vivre, puis les inciter, les inviter fortement à utiliser des ressources. Par contre, on n'a pas de moyen on a une seule participante qui, aux 3 temps de mesure, avait un score de dépression qui se maintenait, qui n'a pas utilisé les ressources malgré les 3 fois. En tout cas, la 3e fois qu'on l'appelait, elle ne les avait toujours pas utilisées. Donc, c'est une femme qui, elle savait qu'elle vivait une dépression, puis elle avait l'impression qu'elle faisait ce qu'il fallait pour que ça s'améliore. Au niveau des enfants, quand on avait des préoccupations pour les enfants, donc les enfants qui pleuraient, les enfants qui avaient l'air très craintifs, les enfants qui exprimaient que c'était très difficile, on offrait toujours de l'aide. Donc, est-ce que l'enfant veut qu'on discute de la situation avec ses parents? Est-ce que l'enfant a besoin d'aide pour améliorer sa situation? Dans certains cas, on a parlé aux parents, pas nombreux. Puis sinon, on rappelait le jeune, comme plus nos préados qui préféraient eux-mêmes, qui ne voulaient pas l'aide de leurs parents, mais qui voulaient eux-mêmes s'en occuper. On rappelait quelques jours après pour vérifier que soit le jeune en avait parlé à son parent, soit il avait appelé Jeunesse Écoute, entre autres, qui était une des ressources à laquelle on référait. Donc, c'est ça, c'était au cas par cas. Merci beaucoup pour votre réponse. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci énormément, Christine et Isabelle, pour votre présentation, pour la discussion aussi qui a beaucoup apporté. Merci à tout le monde pour vos superbes questions. Sur ce, je vous laisse y aller et merci encore à Christine et Isabelle.
Merci à tout le monde.